Mon nom est Finn Arlo et je croyais aux secondes chances. C'était avant de découvrir que ma femme, Rena, avait épuisé toutes les miennes derrière mon dos. Le texte est arrivé à 15h47 un mardi qui avait commencé comme les autres. J'étais dans mon atelier, calibrant des capteurs de pression pour un nouveau projet d'aviation, quand mon téléphone a vibré contre l'établi métallique. Le son a résonné dans le garage comme une cloche d'avertissement que j'aurais dû écouter il y a des années. Kala vient ce soir. Tu travailles tard encore, n'est-ce pas? Ne m'attends pas. R. J'ai fixé ce message pendant une minute entière. Mon cerveau d'ingénieur calculait automatiquement les probabilités. Kala Torin, la meilleure amie de Rena depuis l'université, venait tous les mardis depuis 3 mois. Toujours les soirs où je travaillais supposément tard. Toujours avec le même ton dédaigneux de ma femme. Ce qu'il y a de drôle à être ingénieur en aviation, c'est que l'on développe un sain respect pour les schémas. Lorsqu'un composant tombe en panne de manière répétée dans les mêmes conditions, on n'accuse pas la malchance, on enquête. J'ai posé mes outils et me suis dirigé vers la petite fenêtre donnant sur notre allée. Notre maison se trouvait dans l'une de ces banlieues idylliques de Minneapolis où chaque pelouse était exactement de la bonne nuance de vert et chaque mariage était censé être exactement de la bonne nuance de bonheur. De l'extérieur, Rena et moi avions probablement l'air d'avoir tout compris, la trentaine, un revenu décent, une belle maison, pas encore d'enfants mais beaucoup de temps pour cela. De l'intérieur, les choses se fissuraient depuis des mois. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Mason Redden, le mari de Kala. Salut, Kala a dit qu'elle dînait avec sa sœur ce soir. On prend une bière? Ça fait trop longtemps. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant se loger dans mon estomac. Pas exactement de la panique, plutôt le moment où l'on vole et que l'on réalise soudain que ces instruments ne correspondent pas à la réalité. Au lieu de répondre à l'un ou l'autre texte, j'ai appelé mon avocat. Elias Corvin s'occupait des affaires juridiques de ma petite entreprise de conseil depuis 3 ans. C'était le genre de gars qui pouvait sentir les ennuis à des kilomètres et ne semblait jamais surpris par la bassesse des gens. Finn? Sa voix rocailleuse a répondu à la deuxième sonnerie. Quelle est l'urgence? Hypothétiquement, dis-je, si quelqu'un voulait documenter des preuves d'adultère au Minnesota, quelle serait la manière légale de le faire? Le silence s'est étiré entre nous pendant environ 10 secondes. Puis Elias a gloussé, un son comme du gravier dans une bétonnière. Hypothétiquement, le Minnesota est un État où le divorce est sans faute. Donc, l'adultère n'affecte pas la division des biens, mais il affecte tout le reste. Depuis combien de temps soupçonnez-vous? Environ 30 secondes. C'est soit l'intuition la plus rapide que j'ai jamais vue, soit vous ignorez les signaux d'alarme depuis des mois. J'ai pensé à l'intérêt soudain de Rena pour les cours de yoga qui ne semblaient jamais la rendre plus souple. Sa nouvelle habitude de prendre une douche immédiatement en rentrant des dîners de travail. La façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face contre terre sur toutes les surfaces. Peut-être la deuxième option, ai-je admis. Rencontrez-moi au Murphy's Bar dans 1 heure. Amenez Mason si vous pouvez la voir sans lui expliquer pourquoi. Et Finn, ne faites rien de stupide avant ça. J'ai raccroché et j'ai regardé mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone. 42 ans, les tempes grisonnantes, des rides de rire qui n'avaient pas beaucoup servi ces derniers temps. J'avais passé 15 ans à bâtir une entreprise, un mariage, une vie qui n'existait apparemment que dans mon imagination. Le plus intelligent aurait été d'attendre qu'Elias planifie cela correctement. Mais l'intelligence et la sagesse sont 2 choses différentes, et je venais de manquer de la seconde. J'ai renvoyé un SMS à Mason, changement de plan, rejoins-moi à la maison. Fais-moi confiance. Puis j'ai envoyé un SMS à Elias, en fait, venez chez moi. 1247 Oakwood Drive. Ça ne peut pas attendre. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, commenter et appuyer sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que davantage de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai traversé ma maison comme si je la voyais pour la première fois. Le salon que Rena avait redécoré le printemps dernier, insistant sur le fait que nous avions besoin de meubles plus sophistiqués. La cuisine où elle avait commencé à préparer des repas élaborés les mardis soirs. Toujours avec suffisamment de restes pour qu'elle prétendît être trop repue pour dîner le lendemain. La chambre où elle avait été trop fatiguée pour toute intimité depuis 4 mois. Chaque détail me semblait être une preuve maintenant. Des pièces d'un puzzle que j'avais été trop confiant pour assembler. Mon téléphone a sonné.
La photo de Rena remplissait l'écran. Son sourire éclatant me narguant de nos vacances au Colorado l'année dernière. À l'époque où je pensais que nous étions heureux. Salut chérie. Sa voix était douce comme du miel. La façon dont elle devenait quand elle voulait quelque chose. Juste pour confirmer que tu seras en retard ce soir. Kala apporte du vin et nous allons faire une soirée entre filles. En fait, dis-je, j'ai fini tôt. Je serai à la maison toute la soirée. La pause fut si longue que je crus que l'appel avait été interrompu. Oh. Eh bien, peut-être devrions-nous reporter alors. Tu sais comment Kala est quand il y a trop de testostérone autour. Ne reportez pas à cause de moi. Je resterai dans l'atelier. Amusez-vous bien toutes les deux. Une autre pause. D'accord. Bien sûr. À plus tard. La ligne est devenue silencieuse et je me suis retrouvé tenant un téléphone qui me semblait soudain être la preuve de tout ce que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Elias est arrivé le premier, sortant de sa vieille Honda Civic comme un homme se préparant au combat. Il était grand et maigre, avec le genre de visage qui avait vu assez de drames judiciaires pour rester en permanence sceptique quant à la nature humaine. « Tu as l'air mal en point », dit-il en guise de salutation. « Merci. C'est exactement ce dont mon ego avait besoin. Votre ego n'est pas mon client. Votre avenir l'est. Quelle est la situation ? J'ai expliqué les textes, le schéma, le timing pratique. Elias a écouté sans interruption, hochant parfois la tête comme s'il cochait des éléments sur une liste mentale. Ça pourrait être innocent, dit-il quand j'ai eu fini. Ça pourrait. Mais vous ne le pensez pas. Je pense que j'ai été un idiot pendant des mois et je suis sur le point de découvrir exactement à quel point je suis idiot. Le camion de Mason s'est garé dans l'allée avant qu'Elias ne puisse répondre. Mason Redden était tout ce que je n'étais pas, large d'épaules, les mains calleuses. Le genre de gars qui résolvait les problèmes avec des outils plutôt qu'avec des calculs. Il travaillait dans la construction, entraînait la petite ligue le week-end, et faisait confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils lui donnent une raison de ne pas le faire. Aujourd'hui, il était sur le point d'obtenir cette raison. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, regardant Elias et moi. « Tu avais l'air bizarre au téléphone. »« Mason, dis-je, ou Kala a-t-elle dit qu'elle allait ce soir ?»« Dîner avec sa sœur. »« Pourquoi ?» Je lui ai montré le texte de Rena. Mason l'a lu 2 fois. Son expression passant de la confusion à quelque chose de plus dur. « Il doit y avoir une explication, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Il y en a une, dit Elias calmement. La question est de savoir si vous deux voulez l'entendre. » Nous sommes restés là, dans mon allée. 3 hommes qui étaient sur le point de se retrouver dans une situation qui allait tout changer. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la rue de banlieue et quelque part au loin, une tondeuse à gazon ronronnait sa mélodie inconsciente. « Elles sont là-dedans en ce moment, dis-je en hochant la tête vers ma maison. »« Tu es sûr de ça ?» demanda Mason. Son visage était devenu pâle sous son bronzage de travailleur de la construction. « Non, ai-je admis. Mais je suis sûr de ce qui se passe si nous nous éloignons. » Elias vérifia sa montre. Il est 17h15. Si nous faisons ça, nous le faisons correctement. La loi du Minnesota permet aux propriétaires d'entrer chez eux à tout moment. Mason, en tant que mari de Kala, vous avez une cause raisonnable de vérifier son bien-être si vous croyez qu'elle a menti sur son wearable. Ça ressemble à un piège, marmonna Mason. C'en est un, dis-je. Juste pas pour nous. Nous avons monté les marches d'entrée ensemble. Ma clé me semblait plus lourde qu'elle ne l'aurait dû dans ma main. À travers la fenêtre, je pouvais voir du mouvement dans le salon. Des ombres qui suggéraient une intimité dont je ne faisais plus partie. J'ai glissé la clé dans la serrure et l'ai tournée lentement. Le clic a résonné plus fort qu'il n'aurait dû dans l'air calme de l'après-midi. J'espère que tu n'es pas allergique au latex, ai-je murmuré à Mason en entrant. Ou à l'honnêteté. Le son des voix s'est immédiatement arrêté. Remplacé par le genre de silence qui crie la culpabilité plus fort que n'importe quelle confession. La scène dans mon salon était exactement ce à quoi je m'attendais et a pourtant réussi à me frapper comme un train de marchandises transportant un chargement de rêves brisés. Rena et Kala étaient sur mon canapé. Celui en cuir coûteux que Rena avait insisté pour que nous ayons afin d'élever notre espace. Elles n'étaient pas exactement dans une position compromettante quand nous sommes entrés, mais elles étaient suffisamment proches pour que même Mason, qui aurait pu rater un ouragan s'il avait été silencieux, comprenne immédiatement ce qu'il regardait.
Les deux femmes étaient dans des états de déshabillage variés. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'il n'y ait aucune explication innocente impliquant du vin renversé ou des dysfonctionnements de garde-robe. Le chemisier de Rena était déboutonné. Les cheveux de Kala étaient en désordre d'une manière qui suggérait que des mains autres que les siennes les avaient parcourus. Leur visage était inestimable. Une panique pure. Comme des cerfs pris non seulement dans les phares, mais dans des phares attachés à un camion transportant leur pire cauchemar. Eh bien, dis-je, ma voix semblant plus stable que je ne me sentais. Ceci explique pourquoi les mardis soirs étaient interdits. Rena s'est dépêchée de boutonner sa chemise. Ses doigts tâtonnant avec la tâche simple. Finn, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu as dit que tu travaillerais tard. En fait, dis-je, j'ai fini tôt. Tu devrais peut-être améliorer tes capacités d'écoute. Bien que je suppose que tu as travaillé sur d'autres compétences à la place. Kala était devenue complètement silencieuse. Fixant Mason comme si elle essayait de le faire disparaître. Mason, pour sa part, avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer que la gravité était facultative et il essayait encore de comprendre les implications. Ce n'est pas ce que ça a l'air, réussit enfin Kala. Elias, qui observait discrètement depuis l'encadrement de la porte, s'avança. D'après mon expérience, cette phrase est généralement suivie d'une explication de ce que c'est réellement. Je suis curieux d'entendre celle-ci. Qui est-ce? Demanda Rena, réussissant enfin à boutonner sa chemise mais la rendant d'une manière ou d'une autre plus échevelée qu'auparavant. Elias Corvin, avocat. Je suis ici pour m'assurer que tout le monde comprend sa position juridique dans cette situation. La température dans la pièce semble chuter d'environ 20 degrés. Le visage de Rena, qui avait été rougi par la panique, devint pâle. Position juridique, répéta-t-elle. Eh bien, dis-je en reniflant, m'installant dans le fauteuil en face d'elle comme si j'organisais un dîner particulièrement gênant. L'adultère n'affecte peut-être pas la division des biens au Minnesota, mais il fait certainement des conversations intéressantes. Surtout quand il s'agit de meilleurs amis trahissant leurs conjoints ensemble. Mason a finalement retrouvé sa voix. Kala, depuis combien de temps ça dure? Kala a regardé Rena comme si elle espérait un sauvetage qui ne viendrait pas à Mason. Je peux expliquer. Combien de temps? Le mot unique est sorti comme un coup de feu. Mason avait peut-être été lent à comprendre, mais une fois qu'il avait compris quelque chose, il le comprenait complètement. 6 mois, murmura Kala. 6 mois. Mason le répéta comme s'il essayait de le traduire dans une langue qui avait du sens. 6 mois de dîner du mardi soir avec ta sœur. Ça vient d'arriver, dit Rena, intervenant comme si elle essayait de sauver un navire en train de couler avec une tasse de thé. Nous n'avons jamais voulu que ça devienne quelque chose de sérieux. Oh, ce n'est pas sérieux, demandai-je. C'est un soulagement. Je pensais que l'aventure de ma femme pourrait réellement signifier quelque chose. Elias s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous en discuter plus formellement. Madame Arlo, Madame Redden, vous voudrez peut-être choisir vos prochains mots avec soin. Vous nous menacez? La voix de Rena était passée de la panique à la colère, ce qui était généralement son émotion de prédilection quand elle se sentait acculée. Je vous conseille. Il y a une différence, bien que je comprenne que la distinction puisse être perdue dans les circonstances actuelles. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal que j'avais lancée avant d'entrer. Pour le procès-verbal, je tiens à noter qu'à cette date, vers 17h20, j'ai découvert ma femme, Rena Arlo, et Kala Redden chez moi, engagés dans ce qui semble être une liaison extra-conjugale. Vous ne pouvez pas nous enregistrer sans permission, s'écria Rena. En fait, dit Elias, le Minnesota est un État à consentement unilatéral pour l'enregistrement. Puisque Finn est parti à cette conversation et que nous sommes chez lui, cet enregistrement est parfaitement légal. Le regard que Rena me jeta aurait pu faire fondre de l'acier. Tu as planifié ça. J'ai planifié de rentrer chez ma femme. Ce que j'ai trouvé était tout autre chose. Mason était resté figé depuis la confession de Kala, mais maintenant il se dirigea vers la fenêtre, fixant la rue comme s'il essayait de se souvenir à quoi ressemblait la normalité. 6 mois, dit-il encore. Tous ces mardis soirs où tu disais avoir besoin de temps entre filles, où tu disais que je travaillais trop et que tu avais besoin d'espace. Mason, s'il te plaît. Tu l'aimes? La question est sortie sèche, factuelle, comme s'il demandait la météo. Kala et Rena se sont regardés, et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui m'a serré la poitrine.
Ce n'était pas seulement de la luxure ou de la rébellion ou ce que j'avais espéré que ce soit. Il y avait une véritable émotion là, une véritable connexion. Oui, murmura Kala. Mason hocha lentement la tête. Et toi, demanda-t-il à Rena. C'est ridicule, dit Rena au lieu de répondre. Nous sommes tous des adultes ici. Ces choses arrivent. Nous pouvons nous en sortir. Nous en sortir? Je me suis levé, sentant quelque chose de chaud et de tranchant monter dans ma poitrine. Nous en sortir, quoi exactement? Les mensonges? Les cachotteries? La destruction complète de 2 mariages. Ne sois pas dramatique, Finn. Ce n'est pas comme si nous avions planifié ça. Non, vous avez juste tout planifié autour de ça. Les mardis soirs, les dîners de travail pratiques, le besoin soudain d'intimité. Combien de temps pensiez-vous pouvoir continuer cela? Rena redressa ses épaules, et je reconnus le regard. C'était son visage de salle de réunion, celui qu'elle utilisait quand elle était sur le point d'essayer de contrôler une situation par pure force de volonté. Écoutez, évidemment, ce n'est pas idéal, mais nous sommes tous des gens raisonnables. Nous pouvons trouver un moyen de gérer cela qui ne détruit pas tout ce que nous avons construit. Tout ce que nous avons construit. Mason se tourna de la fenêtre, et je fus surpris par la stabilité de sa voix. Que avons-nous construit exactement, Kala? Parce qu'apparemment, j'ai construit quelque chose de complètement différent de toi. Ce n'est pas juste, dit Kala, se levant enfin et essayant de lisser ses cheveux. Tu sais que les choses n'allaient pas bien entre nous depuis des mois. Alors tu as décidé de régler ça en ayant une liaison avec la femme de mon meilleur ami? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça, l'interrompis-je. Tu as fait un choix. Plusieurs choix, en fait. Tous les mardis pendant 6 mois. Elias s'avança de nouveau. Je pense que le moment est peut-être venu de discuter des questions pratiques. Et Madame Harlow, avez-vous un autre endroit où séjourner ce soir? C'est ma maison aussi, dit Rena. En fait, répondit Elias, c'est la maison de Monsieur Harlow. Son nom est sur l'acte, le vôtre non. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai vu le visage de Rena passer par des émotions comme une machine à sous, choc, colère, calcul, et finalement quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors, dit-elle. Je ne vous jette pas dehors, dis-je. Je suggère que, étant donné les circonstances, il serait plus confortable pour tout le monde que vous séjourniez ailleurs pendant que nous décidons de la suite. La suite, c'est que nous en parlons comme des adultes, dit Rena, mais sa voix avait perdu son autorité. La suite, dit Elias, c'est que vous et Madame Redden décidez si vous voulez gérer cela discrètement ou publiquement, car pour l'instant, ce sont vos 2 options. Kala, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit soudain la parole. Que entendez-vous par publiquement? Eh bien, dis-je, Rena travaille dans les relations publiques pour une entreprise de dispositifs médicaux. Ils ont tendance à désapprouver les employés dont la vie personnelle devient un scandale public. Et Kala, vous travaillez à l'école primaire. N'est-ce pas? J'imagine que l'association des parents d'élèves aurait des opinions intéressantes sur cette situation. Les 2 femmes restèrent très calmes. Vous ne feriez pas ça, dit Rena. Ne ferais pas quoi? Dire la vérité? Partager des faits sur ma propre vie? Finn, dit Mason doucement, à quoi penses-tu? J'ai regardé mon ami, le mari de ma future ex-amie, je suppose, et j'ai vu quelque chose que je reconnaissais. La même expression que j'avais eue pendant des mois sans m'en rendre compte. Le regard d'un homme qui avait été ridiculisé et commençait tout juste à comprendre l'ampleur de la situation. Je pense, dis-je, que les actions ont des conséquences. Et je pense qu'il est peut-être temps que des conséquences rattrapent certaines actions. Le téléphone de Rena a vibré, et elle y a jeté un coup d'œil automatiquement. Son visage est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Problème, demandai-je. C'est mon patron. Il veut me voir dès demain matin. Elias et moi avons échangé des regards. Aucun de nous n'a rien dit, mais Rena a saisi le regard. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. J'ai passé un coup de fil, dis-je, hypothétiquement parlant. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du son des pleurs de Kala et du bourdonnement lointain de la vie de banlieue qui continuait dehors, inconsciente de la petite apocalypse qui se produisait dans mon salon. Ce n'est que le début, dis-je, les regardant toutes les 2. Vous vouliez jouer avec la vie des gens?
Félicitations, la partie est lancée. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans ma maison pour la première fois en 8 ans. Rena était partie vers minuit, emportant une valise et marmonnant à propos d'avocats et de vengeance et comment je le regretterais. Elle était allée loger chez sa sœur, Jennifer, qui vivait de l'autre côté de la ville et avait toujours pensé que Rena pouvait trouver mieux que moi, de toute façon. J'ai fait du café dans la cuisine qui semblait soudain trop grande, trop silencieuse, trop pleine de souvenirs que je n'étais plus sûr de vouloir. La lumière du matin qui traversait les fenêtres semblait différente d'une certaine manière, comme si elle éclairait un décor de théâtre au lieu d'une maison. Mon téléphone avait vibré depuis 6 heures. Messages textes, appels manqués, messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. La nouvelle circule vite dans les banlieues, surtout lorsqu'il s'agit de scandales. Le premier appel que j'ai rappelé était à Tommy Breslin, un vieil ami qui avait lancé une entreprise d'enquête privée après avoir pris sa retraite de la police. Tommy était le genre de gars qui connaissait les affaires de tout le monde dans 3 comtés et ne semblait jamais surpris par quoi que ce soit. « J'ai entendu dire que tu avais passé une soirée intéressante, dit-il en guise de salutation. Les nouvelles circulent vite. Mason m'a appelé vers minuit. Il avait l'air d'avoir été frappé par un camion. De quoi as-tu besoin? Des informations sur la durée réelle de cette situation, qui d'autre est au courant, et ce que je ne sais pas encore mais que je devrais savoir. C'est une grosse commande. Es-tu sûr de vouloir toutes les réponses? J'y ai réfléchi un instant, regardant le jardin où Rena et moi avions parlé de faire un potager, où nous avions prévu de laisser jouer nos futurs enfants. Oui, dis-je. Je suis sûr. Donne-moi 48 heures. Et Finn, prépare-toi. C'est généralement pire que tu ne le penses. Le deuxième appel fut à mon bureau, leur faisant savoir que je prendrais du temps personnel. Le troisième fut à Elias, qui répondit avec son efficacité bourrue habituelle. « Comment t'en sors-tu » demanda-t-il. Comme un homme qui vient de découvrir que toute sa vie était un mensonge. Donc, tu sais, fantastique. Bien. La colère est utile. L'apitoiement sur soi ne l'est pas. Quel est ton plan? J'espérais que tu m'aiderais à le trouver. Rencontre-moi à mon bureau dans 1 heure, et apporte tous les relevés financiers que tu peux trouver. Relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, tout ce qui pourrait montrer des schémas. J'ai passé l'heure suivante à parcourir des dossiers auxquels je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention auparavant. Rena avait toujours géré la plupart de nos finances, affirmant qu'elle était meilleure avec les détails. Maintenant, je voyais exactement ce qu'étaient ces détails. Le bureau d'Elias était dans l'une de ces maisons victoriennes converties du centre-ville, tout en bois sombre et en livre de droit d'allure sérieuse. Il a versé du café d'une cafetière qui semblait avoir été en service depuis l'administration Carter, et a étalé mes documents sur son bureau. « Dis-moi ce que tu vois, dit-il. J'ai étudié les papiers, mon cerveau d'ingénieur cherchant automatiquement des schémas, des anomalies, des choses qui ne correspondaient pas. Des frais d'hôtel que je ne reconnais pas. Des factures de restaurant pour 2 quand j'étais en ville. Des retraits d'argent tous les mardis depuis 6 mois. Quoi d'autre? Des paiements par carte de crédit à un spa dont je n'ai jamais entendu parler. Des charges chez Victoria's Secret qui n'étaient certainement pas à mon avantage. J'ai marqué une pause, voyant quelque chose qui me serrait l'estomac. Et des paiements pour un garde-meuble dont je ne savais pas que nous avions. Elias se pencha en arrière dans son fauteuil. Un garde-meuble, c'est intéressant. Les gens ne cachent généralement pas des choses dans un garde-meuble à moins de prévoir quelque chose. Prévoir quoi? Ça peut être n'importe quoi. Préparation au divorce, logistique d'une liaison, ou simplement garder des cadeaux de sa petite amie là où vous ne les trouveriez pas. Mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de travail de Rena. C'est rapide, dis-je, montrant l'écran à Elias. Répondez. Haut-parleur. La voix de Rena a rempli le bureau, tendu d'une panique à peine contenue. Finn, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, cher. Comment s'est passée ta réunion? Ne jouez pas avec moi. Mon patron dit que quelqu'un a appelé les RH hier avec des préoccupations concernant ma conduite professionnelle. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit la vérité, que ma femme avait une liaison et mentait sur ses allées et venues, et que j'étais préoccupé par la façon dont cela pourrait affecter son jugement au travail. Espèce de salaud. Tu essaies de me faire virer. Je n'essaie pas de te faire virer, Rena.
Je m'assure simplement que tout le monde dispose d'informations précises sur la situation. C'est du harcèlement. Je peux te poursuivre pour ça. Elias se pencha vers le téléphone. Madame Arlo, c'est Elias Corbin. Je représente votre mari. Je dois souligner que partager des informations factuelles sur votre propre mariage n'est pas du harcèlement. C'est une divulgation. Qui vous a demandé? Votre mari, quand il m'a engagé pour protéger ses intérêts dans ce qui semble être une situation de plus en plus compliquée. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Quand Rena a repris la parole, sa voix avait changé, était devenue plus calculatrice. Finn, il faut qu'on parle, juste nous deux. On peut arranger ça. Je ne pense pas que nous le puissions. Tu es émotionnel. Je comprends ça. Mais pense à ce que tu jettes, 8 ans de mariage, nos projets, notre avenir. Quel avenir? Celui où tu passes tous les mardis avec ta petite amie pendant que je travaille tard pour payer la vie que tu utilises pour me trahir? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer, Rena? Quel était le plan ici? Un autre silence, puis j'ai besoin de certaines de mes affaires de la maison. Fais une liste. Je les aurai prêtes. Je veux venir les chercher moi-même. Ce n'est pas possible. C'est ma maison aussi. En fait, interjeta Elias, ce n'est pas le cas. L'acte est uniquement au nom de votre mari. Légalement, vous n'avez aucun droit d'entrer dans la propriété sans sa permission. Le son qui est passé par le téléphone était quelque part entre un grognement et un cri, puis la ligne est devenue silencieuse. Elle a raccroché, dis-je inutilement. Elle reviendra. Ils reviennent toujours quand ils réalisent ce qu'ils perdent. Mon téléphone a vibré avec un texte de Mason. Peut-on se rencontrer? Besoin de parler. J'ai retrouvé Mason au Murphy's Bar, le même endroit où Elias avait initialement suggéré que nous nous rencontrions. Il était en début d'après-midi, mais l'endroit était sombre et calme, parfait pour le genre de conversation qui nécessitait de l'alcool et de l'intimité. Mason avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux habituellement soignés étaient ébouriffés, ses vêtements de travail froissés comme s'il avait dormi dedans. « Comment vas-tu » lui ai-je demandé en glissant dans le box en face de lui. Comme si toute ma vie venait d'être réorganisée sans ma permission. Et toi? À peu près pareil. Nous avons commandé des bières et sommes restés silencieux un moment, deux hommes essayant de comprendre comment naviguer dans une situation qu'aucun de nous n'avait jamais imaginée. Kala a déménagé ce matin, dit enfin Mason. Elle est allée loger chez ses parents. Je suis désolé. Tu le es? Parce qu'une partie de moi se demande si tu es content d'avoir de la compagnie dans ce désordre. J'y ai réfléchi. Je suis content de ne pas être seul, mais je ne souhaiterais ça à personne. Elle dit qu'elles sont amoureuses. La voix de Mason était monocorde, sans émotion. Elle dit que ça vient d'arriver, mais que c'est réel. Qu'en penses-tu? Je pense que 6 mois de mensonges ne sont pas quelque chose qui arrive juste. Je pense qu'elles ont fait un choix chaque jour de continuer à nous trahir. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. La première fois aurait pu être une impulsion, une erreur, une faiblesse, mais 6 mois de mardi soir, c'était de la planification. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Mason. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je sais ce que nous ne faisons pas. Qu'est-ce que c'est? Nous ne leur facilitons pas la tâche. Mason leva les yeux de sa bière, et je vis quelque chose changer dans son expression, quelque chose de plus dur, de plus déterminé. À quoi penses-tu? Je pense qu'elles veulent être ensemble. Très bien, mais elles ne vont pas détruire nos vies et s'en tirer indemnes. Elles ne vont pas nous faire passer pour les idiots dans cette histoire. À quoi ça ressemble? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un texte que j'avais reçu 1 heure plus tôt de Tommy. Ça ressemble à de l'information. Tommy a découvert des choses intéressantes sur leur routine du mardi soir. Mason a lu le message, son expression s'assombrissant. Elles ont dit aux gens que nous avions des problèmes conjugaux, que nous étions difficiles à vivre. C'est encore mieux. Elles sont allées en thérapie de couple ensemble, disant aux thérapeutes qu'elles étaient dans une situation compliquée avec des conjoints peu compréhensifs. Thérapie de couple? La voix de Mason s'est élevée, faisant jeter un coup d'œil à quelques autres clients. Elles ont construit un récit, Mason, se faisant passer pour les victimes et nous pour les méchants, se préparant à justifier ce qu'elles faisaient. Mason a terminé sa bière d'une longue gorgée.
Qu'est-ce que Tommy a trouvé d'autre? Ce garde-meuble? Il est plein de meubles. De beaux meubles, comme si elle prévoyait de s'installer ensemble. Depuis combien de temps? D'après le contrat de location, au moins 3 mois. Nous avons assimilé cette information, la laissant s'enfoncer. Nos femmes n'avaient pas seulement eu une liaison, elles avaient planifié un avenir ensemble, se préparant à nous quitter, construisant un dossier pour justifier ce qu'elles faisaient. Elles nous ont joué, dit Mason, complètement. Alors, quel est notre coup? J'ai regardé mon ami, et il était mon ami, peut-être le seul vrai ami qu'il me restait, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Nous allons leur donner exactement ce qu'elles veulent, dis-je, mais pas comme elles le veulent. Qu'est-ce que tu veux dire? Elles veulent être ensemble? Elles veulent être libérées de leur mari difficile? Elles veulent que tout le monde comprenne leur situation compliquée? Oui. Alors assurons-nous que tout le monde comprenne tout. Les mensonges, la planification, le garde-meuble, la thérapie de couple, tout ça. L'expression de Mason est passée de la confusion à la compréhension à quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Tu veux les exposer? Je veux leur donner la relation publique à laquelle elles se préparaient, juste avec un peu plus de vérité que ce qu'elles avaient prévu. C'est vraiment brillant. Ce n'est que le début, dis-je, tirant un autre texte de Tommy. Attends de voir ce qu'il a trouvé d'autre. Le rapport complet de Tommy est arrivé le lendemain matin, et c'était pire que je ne l'avais imaginé. Pas seulement pire, il était complet, méthodique, et dépeignait une image de trahison qui allait bien plus loin que le simple adultère. J'ai étalé les documents sur ma table de cuisine comme un général planifiant une campagne, relevés bancaires, journaux téléphoniques, captures d'écran de médias sociaux, déclarations de témoins de barman et de réceptionnistes d'hôtel. Tommy avait été minutieux. La chronologie était dévastatrice. L'affaire avait commencé il y a 8 mois, et non 6, comme Kala l'avait admis. Elle avait commencé lors d'une dégustation de vin à laquelle les deux couples avaient participé, s'était poursuivie par une série de rencontres accidentelles, et avait évolué vers la routine du mardi soir qui était devenue leur habitude régulière. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la planification. Le garde-meuble n'était qu'un début. Elles avaient ouvert un compte courant commun, elles avaient visité des appartements ensemble. Kala était même allée voir un avocat, non pas pour des conseils de divorce, mais pour se renseigner sur les droits de propriété et les obligations de pension alimentaire. Elles n'avaient pas seulement une liaison, elles orchestraient une stratégie de sortie. Mon téléphone a sonné. Mason. Tu as vu le rapport de Tommy, demanda-t-il. Je le regarde maintenant. Et toi? J'ai passé la nuit à le lire. Fine, elle planifie ça depuis des mois. Je sais. La recherche d'appartements, la planification financière, l'histoire qu'elle raconte aux gens selon laquelle nous sommes contrôlants et émotionnellement indisponibles, tout cela a été une préparation. J'ai trouvé la page à laquelle il faisait référence, une série de captures d'écran d'un groupe Facebook privé pour les femmes quittant des mariages difficiles. Rena et Kala en étaient membres, publiant régulièrement sur leur situation et obtenant des conseils sur la façon de sortir en toute sécurité de leur relation. Lire leurs publications, c'était comme être poignardé à plusieurs reprises avec un tout petit couteau très aiguisé. Rena a écrit que je suis émotionnellement distant et obsédé par le travail, dis-je, que je ne soutiens pas ses rêves et refuse de communiquer sur les problèmes. Kala dit que je suis contrôlant et soupçonneux, et que je ne comprends pas son besoin d'indépendance. Nous sommes restés silencieux un instant, absorbant la réalité que nos femmes avaient systématiquement détruit nos réputations tout en se préparant à nous abandonner. Il y a plus, dit Mason. Plus? Page 15. La thérapie de couple n'était pas seulement pour elles. Elles sont allées à des séances sur la façon de mettre fin avec compassion aux relations avec des partenaires qui ne grandissent pas. J'ai tourné à la page 15 et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Des notes de séances de thérapie obtenues grâce au contact de Tommy montrant que Rena et Kala avaient travaillé avec un conseiller pour planifier leur transition hors de leur mariage, non pas pour réparer leur relation avec nous, mais pour y mettre fin le plus facilement possible. Elles allaient nous quitter, dis-je. Elles vont nous quitter. Tout ça, se faire prendre, le drame, ça ne fait qu'accélérer leur calendrier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous accélérons le nôtre. J'étais sur le point de demander ce qu'il voulait dire quand ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir Rena debout sur mon porche, l'air déterminé et portant ce qui semblait être des documents légaux. Rena est là, dis-je à Mason, avec des papiers.
Ne signe rien. J'arrive tout de suite. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma femme qui semblait s'être habillée pour la bataille, costume professionnel, maquillage parfait, cheveux coiffés de manière à signifier qu'elle était sérieuse. Nous devons parler, dit-elle. À propos de quoi? De la façon dont nous allons gérer cette situation en adulte. Entrez, dis-je en m'écartant. Mais je devrais mentionner que Mason est en route, et que mon avocat est en composition rapide. Cela n'a pas besoin d'être conflictuel, Finn. N'est-ce pas? Parce que de là où je suis, ça a été assez conflictuel pendant environ 8 mois. Elle eut la grâce d'avoir l'air légèrement honteuse, mais cela passa vite. J'ai apporté les papiers de séparation, dit-elle en brandissant le dossier. J'ai demandé à un avocat de les rédiger. Ils sont équitables pour nous deux. Équitables selon qui? Écoute, je sais que tu es blessé. Je sais que ce n'est pas comme ça que l'un de nous voulait que les choses se terminent, mais nous sommes des adultes. Nous pouvons gérer cela avec dignité. Dignité, répétai-je. C'est un choix de mots intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je montrai la table de la cuisine, où le rapport de Tommy était encore étalé comme des preuves sur une scène de crime. Cela signifie que je suis au courant du garde-meuble, du compte bancaire commun, de la recherche d'appartements, des séances de thérapie pour savoir comment quitter votre mari, du groupe Facebook où vous me décrivez comme un abuseur émotionnel depuis des mois. Rena est restée immobile. Tu m'as espionné. J'ai découvert la vérité sur ma propre vie. Il y a une différence. Tu as engagé un détective privé. J'ai engagé un professionnel pour documenter les faits. Souhaitez-vous contester l'un de ces faits? Elle s'est dirigée vers la table et a regardé les papiers, son visage parcouru par des émotions comme une machine à sous. Choc, colère, calcul, et finalement résignation. Combien en sais-tu? Demanda-t-elle doucement. Tout. Tout. La chronologie, la planification, le récit que vous avez construit sur le terrible mari que je suis. La thérapie de couple pour vous aider à me quitter plus efficacement, la consultation juridique sur la pension alimentaire. Tout. Elle s'est assise lourdement sur l'une des chaises de cuisine. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer, Rena? Toi et Kayla alliez quoi? Nous asseoir à dîner et expliquer que vous aviez trouvé l'amour l'une avec l'autre et que nous devrions être heureux pour vous? Nous allions vous le dire, finalement. Quand? Après que vous ayez emménagé ensemble? Après que vous ayez convaincu tout le monde que nous étions les problèmes dans ces mariages. Vous ne comprenez pas, je comprends parfaitement. Vous êtes tombée amoureuse de votre meilleure amie, avez décidé que vous vouliez une vie différente, et avez passé des mois à détruire systématiquement votre vie actuelle pour lui faire de la place. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensiez pouvoir le faire sans conséquence. Le camion de Mason s'est garé dans l'allée, et par la fenêtre, je pouvais le voir en sortir avec son propre dossier de papier. Qu'est-ce qu'il fait ici? Demanda Rena. La même chose que toi. Essayez de comprendre comment gérer cette situation en adulte. Mason est entré par la porte d'entrée sans frapper, a jeté un coup d'œil à Rena et a hoché la tête sombrement. Madame Harlow, dit-il formellement. Mason, j'espère que vous comprenez que rien de tout cela n'était destiné à vous faire du mal. Arrête, dit Mason, levant la main. Arrêtez. J'ai lu le rapport. Je suis au courant de la planification, de la préparation, de l'histoire que vous deux nous avez racontée. Je suis au courant de la thérapie de couple et de la recherche d'appartements et du compte bancaire commun. Nous pouvons expliquer. Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a aucune explication qui rend 8 mois de tromperie systématique acceptable. Rena nous regarda tour à tour, et je pus la voir réaliser que le contrôle qu'elle pensait avoir sur la situation avait disparu. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-elle. Nous voulons l'honnêteté, dis-je. Pour une fois dans tout ce désordre, nous voulons la vérité. Très bien. Oui, nous avons planifié d'être ensemble. Oui, nous aurions dû vous le dire plus tôt. Oui, nous avons mal géré cela. Mais nous sommes amoureuses, et nous n'allons pas nous en excuser. Nous ne vous demandons pas de vous excuser d'être amoureuse, dit Mason. Nous vous demandons d'assumer la responsabilité de la façon dont vous l'avez géré. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. Cela signifie que vous allez dire la vérité, toute la vérité, sous enregistrement. Je ne. Oui,
vous le ferez. Parce que si vous ne le faites pas, alors tout le monde entendra la version des faits que Tommy a documentée. Et je ne pense pas que cette version vous rende, vous et Kayla, aussi sympathique que celle que vous avez racontée. Rena fixa le téléphone, puis Mason, puis moi. Vous me faites chanter. Je vous donne un choix. Vous pouvez dire la vérité volontairement, ou la vérité peut sortir sans votre coopération. Mais de toute façon, elle sortira. Et si je fais ça, si je fais votre enregistrement? Alors nous gérons cela discrètement. Divorce, division des biens, tout le monde continue sa vie. Et si je ne le fais pas? Mason intervint. Alors nous nous assurons que tout le monde sache exactement comment cela s'est réellement passé. Votre patron, vos collègues, votre famille, vos amis, tout le monde dans ce groupe Facebook où vous avez joué la victime. Rena resta silencieuse un long moment, fixant les papiers de séparation qu'elle avait achetés comme s'il s'agissait de preuves d'un crime. C'est de la vengeance, dit-elle finalement. Non, dis-je. Ce sont des conséquences. La vengeance serait bien pire. Elle leva les yeux vers moi, et un instant, je vis la femme que j'avais épousée il y a 8 ans, avant les mensonges, avant la trahison, avant qu'elle ne décide que notre vie ensemble ne valait pas la peine d'être préservée. D'accord, dit-elle. Je le ferai. J'ai appuyé sur enregistrer. Indiquez votre nom pour le procès-verbal, dis-je, tenant le téléphone entre nous comme un microphone lors de la pire conférence de presse du monde. Rena Catherine Arlot. Et vous comprenez que vous faites cette déclaration volontairement? Oui. Mason était assis en face de nous, son expression indéchiffrable. Dehors, la matinée de banlieue poursuivait sa routine paisible, complètement inconsciente de l'effondrement de vie qui se produisait dans ma cuisine. Parlez-nous de votre relation avec Kayla Rayton, dis-je. Rena prit une profonde inspiration. Kayla et moi sommes amis depuis l'université. Nous avons été impliqués romantiquement pendant environ 8 mois. Comment cela a-t-il commencé? Lors de la dégustation de vin l'automne dernier. Nous avions toutes les deux trop bu, et nous avons fini par parler de notre insatisfaction dans nos mariages. Une chose a mené à une autre. Et après cette nuit, nous avons commencé à nous rencontrer pour un café, puis un déjeuner, puis... Elle s'interrompit. Puis quoi? Puis nous avons réalisé que nous avions des sentiments l'une pour l'autre qui allaient au-delà de l'amitié. Quand avez-vous décidé de commencer la routine du mardi soir? Il y a environ 6 mois. Nous avons dit à nos maris que nous faisions des soirées entre filles, mais nous passions en fait du temps ensemble. Où? Des hôtels, principalement. Parfois au garde-meubles que nous avons loué. Parlez-moi du garde-meuble. La voix de Rena devint plus petite. Nous avions besoin d'un endroit pour garder des choses. Des meubles pour quand nous emménagerions ensemble, des objets personnels que nous ne voulions pas que nos maris trouvent. Comme quoi? Des cadeaux que nous nous sommes offerts, des vêtements, des photos. Quand avez-vous décidé de quitter vos mariages? Nous avons commencé à en parler sérieusement il y a environ 4 mois. Et vous avez fait des projets concrets? Oui. Nous avons cherché des appartements. Nous avons ouvert un compte courant commun. Nous avons commencé à voir un thérapeute pour nous aider à gérer la transition. Quel genre de transition? Quitter nos mariages et commencer une vie ensemble. Ce thérapeute vous a-t-il conseillé de parler de l'affaire à vos maris? Le silence s'étira pendant près de 30 secondes. Rena? Elle a dit que nous devrions d'abord nous concentrer sur notre propre santé émotionnelle. Que nous devions être assez fortes pour gérer les retombées avant de pouvoir être honnêtes sur la situation. Alors, elle vous a conseillé de continuer à mentir? Elle nous a conseillé de prendre soin de nous. Mason se pencha en avant. Qu'en est-il du groupe Facebook? Rena le regarda, puis le téléphone. Qu'en est-il? Parlez-nous des publications que vous avez faites décrivant votre mariage. J'étais en train de me défouler. J'étais frustrée et confuse, et j'avais besoin de soutien. Soutien pourquoi? Pour quitter un mariage qui ne fonctionnait pas. Mais vous ne vous défouliez pas seulement, n'est-ce pas? Vous construisiez un dossier. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'ai sorti l'une des impressions de Tommy et j'ai lu. Mon mari est émotionnellement indisponible et refuse de travailler sur notre relation. Il est obsédé par son travail et dédaigne mes besoins. J'ai l'impression d'être marié à un étranger qui ne se soucie pas de mon bonheur. Avez-vous écrit cela? Oui. Est-ce vrai?
Un autre long silence. C'est ce que je ressentais à l'époque. Mais est-ce factuellement exact? Ai-je refusé de travailler sur notre relation? Vous avez été distant. Ai-je refusé la thérapie de couple quand vous l'avez demandé? Vous ne l'avez pas demandé. Parce que vous ne m'avez jamais dit qu'il y avait un problème. Vous étiez déjà en thérapie de couple avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la même chose. Qu'en est-il de cette publication? Je pense que mon mari soupçonne quelque chose, ce qui le rend plus contrôlant et paranoïaque. Je commence à me sentir en danger chez moi. Avez-vous écrit cela? Oui. Vous ai-je déjà fait sentir en danger? Non. Ai-je déjà été contrôlant? Vous avez posé plus de questions ces derniers temps. Parce que ma femme me mentait tous les mardis pendant 6 mois. Avez-vous écrit cette publication pour faire croire que j'étais abusif? Je l'ai écrite parce que j'avais peur. Peur de quoi? Que je découvre la vérité? Peur de la façon dont vous réagiriez. Comment pensiez-vous que je réagirais? Je pensais que vous seriez en colère. Je suis en colère. Mais vous ai-je menacé? Ai-je essayé de vous faire du mal, à vous ou à Kayla ou à qui que ce soit d'autre? Non. Donc, la publication sur le sentiment de danger était un mensonge. C'était ce que je ressentais. Basé sur quelque chose que je pourrais faire, pas quelque chose que j'avais fait. Oui. Mason a repris l'interrogatoire. Kayla a fait des publications similaires sur moi. L'avez-vous aidé à les écrire? Nous avons parlé de nos situations, oui. Avez-vous coordonné vos histoires? Nous nous sommes soutenus mutuellement. En faisant passer votre mari pour abusif et contrôlant? En partageant nos expériences. Des expériences largement fictives. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, dit Mason, sa voix devenant plus dure. Ce sont 8 mois de mensonges. Ce qui n'est pas juste, c'est de nous faire passer pour les méchants dans une histoire où nous étions les victimes. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne. Mais vous nous avez fait du mal. Délibérément et systématiquement. Nous essayons de protéger tout le monde. En mentant? En gérant une situation difficile aussi soigneusement que possible. Je me suis penché en avant. Rena, comprenez-vous que ce que vous avez fait a des conséquences? Oui. Comprenez-vous que ces conséquences s'étendent au-delà de notre mariage? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire votre travail, votre réputation, vos relations avec vos amis et votre famille. Comprenez-vous que tout cela est affecté par les choix que vous avez faits? Pour la première fois depuis que nous avions commencé à enregistrer, Rena avait l'air réellement effrayée. Finn, vous ne pouvez pas détruire ma carrière à cause de ça. Je ne détruis rien. Je ne vous protège simplement plus des conséquences naturelles de vos actions. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui serait juste, Rena? Quelle serait la conséquence appropriée pour 8 mois de tromperie systématique et de trahison? Je ne sais pas à moi non plus. Mais je sais ce qui ne va pas se passer. Quoi? Vous n'allez pas vous en tirer indemne. Vous n'allez pas pouvoir jouer la victime. Vous n'allez pas pouvoir réécrire l'histoire pour vous faire passer pour l'héroïne de l'histoire. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé Mason, qui a hoché légèrement la tête. Maintenant, vous allez passer des coups de fil, dis-je. Vous allez appeler votre patron et expliquer que votre vie personnelle pourrait affecter votre réputation professionnelle. Vous allez appeler vos parents et leur dire la vérité sur la raison pour laquelle votre mariage se termine. Vous allez publier dans ce groupe Facebook et corriger le compte rendu sur le genre de mari que je suis réellement. Et si je ne le fais pas? Alors Mason et moi ferons ces appels pour vous, et nous serons beaucoup moins diplomates à ce sujet. Rena a fixé le téléphone un long moment, puis a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de colère, pas de défi, mais quelque chose de plus proche de la résignation. Je passerai les appels, dit-elle. Bien. Et Rena? Oui. Cet enregistrement? Il ira à Tommy, à Elias, et dans un coffre-fort. Juste au cas où vous décideriez de changer votre version plus tard. Je comprends. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai posé le téléphone. La cuisine semblait différente maintenant, comme une salle d'audience après qu'un verdict ait été rendu. Il y a encore une chose, dit Mason. Quoi? Kayla va faire un enregistrement similaire aujourd'hui. Elle n'acceptera jamais ça.
Elle le fera si elle veut que cela reste privé. Parce que si elle ne le fait pas, alors tout le monde entendra les 2 enregistrements et verra toutes les preuves de Tommy et tirera ses propres conclusions sur le genre de personne que vous êtes toutes les deux. Rena a ramassé ses papiers de séparation, qui semblaient maintenant pittoresques et hors de propos. Je devrais y aller, dit-elle. Oui, vous devriez. Elle s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Non, vous ne l'êtes pas, dis-je. Vous êtes désolé d'avoir été prise. Il y a une différence. Après son départ, Mason et moi nous sommes assis dans ma cuisine, entourés des débris de nos anciennes vies. Tu penses qu'elle passera réellement ses appels? Demanda Mason. Elle en passera quelques-uns. Ce qu'elle doit passer pour se protéger. Et les autres? Nous nous occuperons des autres. On dirait que nous ne faisons que commencer. J'ai regardé le rapport de Tommy, toujours étalé sur la table comme un plan de bataille. Nous ne faisons que commencer, dis-je. Elles ont eu 8 mois pour planifier leur sortie. Nous allons prendre notre temps pour planifier leurs conséquences. Quelle est la prochaine étape? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais. Ensuite, nous nous assurons que tout le monde sache la vérité. Toute la vérité. Qui appelles-tu? Le patron de Rena, dis-je en appuyant sur composer. Il est temps d'avoir cette conversation sur la conduite professionnelle. La conversation avec le patron de Rena, David Chen, fut plus productive que je ne l'avais prévu. David était le genre de cadre qui comprenait que les scandales personnels pouvaient rapidement devenir des problèmes professionnels. Surtout dans l'industrie des dispositifs médicaux où la confiance et la réputation étaient primordiales. J'apprécie que vous ayez porté cela à mon attention, Monsieur Harlow, dit-il après que je lui ai donné une version édulcorée des événements récents. Rena est une employée précieuse, mais nous ne pouvons pas avoir de drame personnel affectant notre image d'entreprise. Je ne vous demande pas de la licencier, dis-je, bien que je ne lui demande pas non plus de ne pas le faire. Je voulais juste que vous soyez au courant qu'il pourrait y avoir une certaine publicité entourant sa vie personnelle dans les semaines à venir. Quel genre de publicité? Le genre qui implique les médias sociaux, les procédures de divorce et des questions de jugement professionnel. Il y eut une pause. Je vois. Eh bien, merci pour l'avertissement. Nous gérons cela de manière appropriée. Après que j'ai raccroché, Mason me regarda avec une sorte d'admiration. C'était froid, dit-il. C'était pratique. Rena a créé ce désordre. Je m'assure juste qu'elle l'assume. Mon téléphone a vibré avec un texte de Tommy. J'ai quelque chose que tu dois voir. Peux-tu me rencontrer au Murphy S dans 1 heure? Le Murphy S Bar devenait notre quartier général officieux, l'endroit où nous planifions le démantèlement systématique de nos anciennes vies. Tommy était déjà là quand Mason et moi sommes arrivés, assis dans le box du fond avec un dossier qui semblait encore plus épais que son premier rapport. Messieurs, dit-il en guise de salutation. J'espère que vous êtes assis pour celle-ci. Que as-tu trouvé? Demandai-je. Tu te souviens de cette thérapeute de couple qu'elle voyait, le docteur Patricia Williams? Oui. Elle n'est pas agréée au Minnesota. Mason et moi nous sommes regardés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle n'est pas une vraie thérapeute. C'est une coach de vie avec un faux diplôme qui anime des ateliers de transition relationnelle pour les femmes qui veulent quitter leur mari. Tu plaisantes. J'aimerais bien. C'est encore mieux. Elle a été enquêtée par le bureau du procureur général de l'État pour fraude. Il s'avère qu'elle mène cette escroquerie depuis des années, ciblant les femmes dans des mariages malheureux et les convainquant de payer pour des conseils professionnels sur la façon de sortir de leur relation. Tommy fit glisser une impression sur la table. Ceci est son site web. Regardez les témoignages. J'ai lu à travers eux, me sentant malade. Histoire après histoire de femmes qui avaient utilisé les services du docteur Williams pour transiter avec compassion hors de leur mariage, tout en dépeignant leur mari comme émotionnellement indisponible ou contrôlant. C'est un modèle, dis-je. Exactement. Elle leur donne un script pour justifier de partir, comment construire un dossier pour prouver que leurs maris sont le problème, et comment minimiser leur propre responsabilité dans la rupture du mariage. Kala et Rena ont payé pour ça. $500 chacune pour un forfait de 6 séances. Et voici le clou. Le docteur Williams est spécialisé dans les transitions relationnelles de même sexe.
Elle cible spécifiquement les femmes qui quittent leur mari pour d'autres femmes. Mason claqua sa bière si fort que de la mousse se renversa sur la table. Alors, tout ça a été planifié depuis le début. C'est pire, dit Tommy. J'ai trouvé des enregistrements d'elles assistant à l'un de ces ateliers de week-end il y a 3 mois. Le sujet était construire votre nouvelle vie tout en gérant des partenaires difficiles. Partenaires difficiles, répétais-je. C'est ce que nous sommes. Selon leur manuel, oui. Tout est conçu pour que les femmes se sentent à la fois victimes et héroïnes. Elles sont victimes de maris peu compréhensifs, mais elles sont des héroïnes pour avoir trouvé le courage de poursuivre leur moi authentique. J'ai senti quelque chose de chaud et de tranchant monter dans ma poitrine. Plus seulement de la colère, mais quelque chose de plus proche de la rage. Elles ont transformé nos mariages en une transaction commerciale, dis-je. Il semble que oui. Et voici la partie vraiment intéressante. Le docteur Williams garantit que ses clientes pourront sortir de leur mariage avec un impact financier minimal et un soutien émotionnel maximal. Comment? En suivant son système. Documentez les défauts de votre mari, construisez un réseau de soutien qui valide votre décision, créez un filet de sécurité financier, et planifiez votre sortie pour un avantage maximal. Mason lisait le matériel de l'atelier, son visage s'assombrissant à chaque page. Écoutez ceci, dit-il. Phase 3, gérer la transition. Une fois que vous avez établi votre récit et sécurisé vos ressources, il est temps de commencer à vous distancier de votre partenaire actuel. Cela peut impliquer des conflits stratégiques, un retrait émotionnel et une documentation minutieuse des réponses négatives de votre partenaire à vos nouvelles limites. Conflit stratégique, dis-je. Comme toutes ces disputes que Rena a provoquées sur le fait que je travaillais trop. Et un retrait émotionnel, comme Kala ayant soudainement besoin d'espace pour se retrouver. Tommy sortit un autre document. Ceci est une liste de réponses recommandées au comportement courant du mari pendant la phase de transition. S'il pose trop de questions, il est contrôlant. S'il essaie de travailler sur la relation, il est manipulateur. S'il se met en colère à cause des mensonges, il est abusif. C'est un jeu truqué, dit Mason. Peu importe ce que nous faisions, nous allions être les méchants. C'était le but, dit Tommy. Le système ne fonctionne que si les maris peuvent être dépeints comme le problème. J'ai pensé à toutes les conversations que Rena et moi avions eues ces derniers mois. Les fois où j'avais essayé de parler de pourquoi elle semblait distante, pour me faire dire que j'étais paranoïaque. Les fois où j'avais suggéré que nous passions plus de temps ensemble. Pour être accusé d'être collant. Les fois où j'avais demandé ce qu'elle faisait le mardi soir, pour me faire sentir comme si j'étais contrôlant. Chaque réponse avait été scénarisée. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Demandai-je. On l'utilise, dit Tommy. Cette fausse thérapeute, ce système frauduleux, tout ce jeu d'arnaque élaboré, tout cela prouve que ce qui vous est arrivé n'est pas une évolution naturelle de mariage malheureux. C'était un stratagème calculé. Preuve de quoi? De tout ce que vous voulez que ce soit une preuve. Procédure de divorce, divulgation publique, conséquences professionnelles. Cela change tout. Mason se pencha en arrière dans le box, un lent sourire se répandant sur son visage. Elle se croyait si intelligente. Elle pensait qu'elles avaient tout compris, acquiesçais-je. Des conseils professionnels, un système infaillible, un résultat garanti. Ce qu'elles avaient, dit Tommy, c'était une fraude qui prenait leur argent et leur apprenait à détruire leur mariage tout en se sentant bien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais, celui du bureau du procureur général de l'État. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Mason. « Déposer une plainte. Si cette femme Williams mène une arnaque, elle doit être arrêtée. Et si cette plainte devient un dossier public? Alors quiconque est curieux de savoir pourquoi notre mariage s'est terminé aura accès à des informations très intéressantes sur les conseils professionnels que nos femmes ont reçus. » J'ai passé l'appel, fournissant des détails sur les fausses qualifications du docteur Williams et sa pratique thérapeutique frauduleuse. L'enquêteur à qui j'ai parlé était très intéressé par le matériel que Tommy avait rassemblé. En particulier la documentation de l'atelier et les témoignages de clients. Nous construisons un dossier contre le docteur Williams depuis des mois, me dit-elle. Vos preuves pourraient être exactement ce dont nous avons besoin pour la faire cesser. Et la plainte sera un dossier public? Une fois que nous aurons déposé des accusations, oui. Toutes les preuves deviennent partie du dossier public. Après avoir raccroché,
nous trois sommes restés silencieux un instant, absorbant les implications. C'est plus grand que nos seuls mariages, dit enfin Mason. Oui, ça l'est. Cette femme détruit des familles depuis des années, prenant de l'argent à des femmes vulnérables et leur apprenant à faire exploser leur vie tout en se sentant juste. Et nos femmes sont tombées dedans complètement. Elles ne sont pas seulement tombées dedans, dis-je. Elles ont payé pour ça. Elles ont assisté à des ateliers. Elles ont suivi le système étape par étape. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé les preuves étalées sur notre table, puis mes deux alliés dans cette étrange guerre que je n'avais jamais voulu mener. Maintenant, nous nous assurons que tout le monde sache la vérité, toute la vérité. L'affaire, les mensonges, la fausse thérapie, la tromperie systématique, tout. Ça va les détruire, dit Mason. Elles se sont détruites elles-mêmes. Nous nous assurons juste que tout le monde puisse voir clairement l'épave. Mon téléphone a vibré avec un texte de Rena. Il faut qu'on parle. Urgence. J'ai montré le message à Mason et Tommy. Tu penses qu'elle a découvert pour le docteur Williams? Demanda Mason. Il n'y a qu'une façon de le savoir, dis-je en me levant. Mais cette fois, elle vient à nous, selon nos conditions. J'ai répondu par SMS, Murphy S-Bar, 1 heure. Amen Kayla. Puis j'ai commandé une autre tournée et je me suis installé pour attendre la confrontation finale. Elles sont arrivées exactement 1 heure plus tard, l'air de deux personnes marchant vers leur propre exécution. Rena avait clairement pleuré. Et Kayla avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elles se sont tenues à l'entrée du Murphy S-Bar, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elles nous repèrent dans le box du fond. Le bar était plus animé maintenant. Rempli de gens après le travail qui ignoraient qu'ils étaient sur le point d'assister à l'acte final d'un drame de banlieue qui s'était construit pendant des mois. Messieurs, dit Rena en s'approchant, sa voix tendue d'une panique à peine contenue. Nous devons discuter de certaines choses. Asseyez-vous, dis-je, désignant les chaises en face de nous. Elles se sont assises, et j'ai pu les voir toutes les deux regarder l'étendue des documents sur notre table. Les rapports de Tommy, le matériel d'atelier du docteur Williams, les relevés bancaires, les journaux téléphoniques. Les archives complètes de leur tromperie. Vous avez été occupé, dit Kayla, essayant le sarcasme mais atterrissant quelque part plus près de la peur. Nous avons été minutieux, répondit Mason. Quelque chose que vous deux auriez pu essayer. Qu'est-ce que vous voulez, demanda Rena, allant droit au but. Nous voulons que vous compreniez la situation dans laquelle vous êtes, dis-je. Toute la situation. Quelle situation? Tommy se pencha en avant. La situation où votre thérapeute de couple est une fraude qui fait l'objet d'une enquête du procureur général de l'État. La situation où vous avez payé pour apprendre à détruire systématiquement vos mariages. La situation où tout ce que vous avez fait ces 8 derniers mois faisait partie d'un jeu d'arnaque élaboré. La couleur a fui leurs deux visages. C'est impossible, murmura Kayla. Le docteur Williams est une thérapeute agréée, dit Rena, mais sa voix manquait de conviction. Le docteur Williams est une coach de vie avec un faux diplôme qui dirige une escroquerie ciblant les femmes dans des mariages en échec, dit Tommy, faisant glisser les documents d'enquête sur la table. Elle fait ça depuis des années. Elles ont lu les papiers en silence, leurs expressions passant de l'incrédulité à l'horreur, puis à quelque chose proche du désespoir. Cela ne peut pas être réel, dit Rena. C'est très réel, et tout cela sera rendu public une fois que le procureur général aura déposé des accusations. Ce qui devrait être n'importe quel jour maintenant, ajoutai-je, surtout depuis que nous leur avons fourni des preuves détaillées de sa clientèle et de ses méthodes. Kayla leva les yeux des documents. Vous nous avez dénoncés? Nous l'avons dénoncé. Vous deux n'êtes que des dommages collatéraux. Mais tout le monde saura. Tout le monde saura que vous avez payé une escroc pour vous apprendre à détruire vos mariages tout en vous sentant bien, dit Mason. Oui, c'est un peu le but. Le téléphone de Rena sonna. Elle y jeta un coup d'œil et devint encore plus pâle. Ton patron? Demandai-je. Elle hocha la tête. Tu devrais probablement répondre. Elle s'éloigna de la table pour prendre l'appel. Nous ne pouvions pas entendre la conversation, mais son langage corporel racontait l'histoire. Épaules affaissées, tête secouée, mains pressées contre son front. Elle se fait virer, dit Kayla doucement. Probablement, acquiesça Tommy. Les entreprises n'aiment pas les employés qui deviennent des problèmes de relations publiques. C'est fou. Tout ça pour une liaison.
Tout ça pour 8 mois de tromperie systématique, de fraude et d'abus émotionnels, corrigea Mason. L'affaire n'était que le début. Rena revint à la table, le visage livide. Alors? Demandai-je. Je suis suspendu en attendant une enquête interne sur ma conduite professionnelle. C'est regrettable. Regrettable? Finn, tu as détruit ma carrière. Je n'ai fait que dire la vérité. Si la vérité détruit ta carrière, tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de vivre un mensonge. C'est de la vengeance, pure et simple. Non, ce sont des conséquences. La vengeance impliquerait que je fasse quelque chose pour te nuire. Les conséquences impliquent que tu subisses les résultats naturels de tes propres choix. Kayla avait lu d'autres documents pendant que nous parlions. Maintenant, elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Les ateliers, le groupe Facebook, la stratégie de séparation, tout était faux. Tout était conçu pour vous séparer de votre argent tout en vous faisant sentir justifié de détruire votre mariage, dit Tommy. Classique jeu d'arnaque. Cibler les personnes vulnérables, leur donner ce qu'elles veulent entendre, prendre leur argent et disparaître quand les choses tournent mal. Mais nous nous aimons vraiment, dit Kayla désespérément. Cette partie était réelle. Peut-être que oui, dis-je. Mais tout ce que vous avez fait à ce sujet a été scénarisé par une escroc. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda Rena. Maintenant, vous faites face aux conséquences de vos choix, toutes les deux. Qu'est-ce que cela signifie? Mason répondit. Cela signifie que le district scolaire de Kayla va découvrir qu'une de leurs enseignantes a payé de l'argent pour apprendre à tromper systématiquement son mari. Cela signifie que votre entreprise va découvrir que votre responsable des relations publiques a été impliqué dans une enquête pour fraude. Cela signifie que tout le monde dans votre cercle social va découvrir que vos problèmes conjugaux ont été fabriqués par une escroc. Vous ne pouvez pas nous faire ça, dit Rena. Nous ne vous faisons rien. Nous ne vous protégeons simplement plus des conséquences de ce que vous vous êtes fait à vous-même. Mais les gens nous jugeront. Ils penseront que nous sommes des gens horribles. Vous êtes des gens horribles, dis-je doucement. Vous venez de passer 8 mois à le prouver. Le bar s'était tu autour de nous, et j'ai réalisé que notre conversation attirait l'attention. D'autres clients nous jetaient des coups d'œil, percevant la tension et le drame. C'est assez public, demanda Rena. Pouvons-nous s'il vous plaît discuter de cela en privé? Non, dis-je. Vous avez rendu nos vies privées publiques lorsque vous avez commencé à publier des mensonges sur nous sur les médias sociaux. Vous avez rendu nos mariages publics lorsque vous les avez transformés en art de la performance pour votre fausse thérapeute. Vous n'avez plus droit à l'intimité. Finn, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, protège-toi des conséquences de tes actions. S'il te plaît, aide-moi à dissimuler ce que tu as fait. S'il te plaît, fais comme si 8 mois de mensonges et de trahison n'avaient aucune importance. S'il te plaît, souviens-toi que tu m'as aimé une fois. Les mots restèrent suspendus entre nous, et un instant, je ressentis quelque chose qui aurait pu être du regret. Non pas pour ce que je faisais, mais pour ce que nous avions perdu, pour la femme que j'avais épousée et qui était devenue d'une certaine manière l'étrangère assise en face de moi. Je t'ai aimé, dis-je finalement. Mais la femme que j'aimais n'aurait pas fait ce que tu as fait. La femme que j'aimais n'aurait pas payé une escroc pour lui apprendre à détruire notre mariage. La femme que j'aimais n'aurait pas passé 8 mois à trahir systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Les gens changent, Finn. Oui, ils changent, et parfois ils se transforment en des gens qui méritent exactement ce qu'ils obtiennent. Kayla avait pleuré discrètement pendant cet échange. Maintenant, elle leva les yeux vers Mason. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire qui vous ferait arrêter ça? Mason considéra sérieusement la question. Tu pourrais commencer par dire la vérité, toute la vérité, publiquement. Tu pourrais publier dans ce groupe Facebook et expliquer que tout ce que tu as dit sur moi était un mensonge. Tu pourrais appeler tes parents et mes parents et expliquer ce qui s'est réellement passé. Tu pourrais prendre la responsabilité de ce que tu as fait au lieu d'essayer de jouer la victime. Et si je fais ça? Alors peut-être que nous gérons le reste discrètement. Peut-être que nous ne nous assurons pas que tout le monde sache pour le docteur Williams et ses ateliers et la façon systématique dont tu as détruit notre mariage. Et si je ne le fais pas? Alors tout le monde découvre tout. Ton école, ta famille, tes amis, tout le monde. Kayla regarda Rena, qui fixait la table comme si elle essayait de se rendre invisible. Qu'en penses-tu? Lui demanda Kayla.
Je pense que nous sommes foutus de toute façon, dit Rena. Mais peut-être que si nous contrôlons le récit, nous pouvons minimiser les dégâts. Il n'y a pas de contrôle de ce récit, dis-je. Il n'y a que dire la vérité ou laisser la vérité être dite pour vous. Elles sont restées silencieuses un long moment, pesant des options qui menaient toutes au même endroit, l'exposition publique et les conséquences personnelles. D'accord, dit finalement Rena. Nous le ferons. Nous dirons la vérité. Toute la vérité? Toute la vérité. Publiquement? Oui. Et vous prendrez la responsabilité de ce que vous avez fait au lieu d'essayer de nous blâmer ou les circonstances ou qui que ce soit d'autre? Oui. J'ai regardé Mason, qui a hoché légèrement la tête. Alors nous avons un accord, dis-je. Vous dites la vérité, prenez vos responsabilités et faites face aux conséquences de vos choix. En échange, nous ne rendons pas activement les choses pires pour vous. Comment savons-nous que vous tiendrez parole, demanda Kayla. Parce que contrairement à vous, dit Mason, nous sommes sincères. Elles quittèrent le Murphy S. Bar l'air de deux personnes qui venaient de signer leur document de reddition, ce qu'elles avaient fait d'une certaine manière. Tu penses qu'elles le feront réellement? Demanda Tommy après leur départ. Elles en feront une partie, dis-je, les parties qu'elles doivent faire pour se protéger. Et le reste? Le reste sortira de toute façon. La vérité a une façon de faire surface, surtout quand elle est aussi laide. Mason termina sa bière et se leva. Alors, que maintenant? Maintenant, nous rentrons chez nous, dans nos maisons vides, et nous cherchons comment construire de nouvelles vies sur les débris de nos anciennes. Des regrets? J'y ai pensé alors que nous sortions sur le parking. Le soleil se couchait sur le paysage de banlieue où j'avais cru vivre une vie normale et heureuse il y a seulement une semaine. Non, dis-je finalement. Aucun regret. Elles ont fait leur choix, et maintenant elles doivent vivre avec. Pour la première fois en 8 mois, tout le monde connaît la vérité. Toute la vérité? Toute la vérité, et parfois c'est la meilleure des vengeances. Nous sommes rentrés chez nous dans des voitures séparées, deux hommes qui avaient découvert que leurs femmes étaient des étrangères et que leur mariage était des mensonges, mais qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu dans l'épave, la satisfaction de s'assurer que tout